vous attend ferai très bien. ma présentation sur une note un peu globale sur nos séances du séminaire. Depuis ces 65e séances depuis les 64e séances de séminaire, nous avons abordé à de nombreuses reprises des mécanismes de transition. D'ailleurs, même nous avons commencé les séminaires sur ces notions de transition. Et là, je crois que ce 65e séminaire, c'est aussi un séminaire de transition importante. Celle de l'hégémonie monétaire du dollar vers un polycentrisme monétaire. Et ceci se dessine à partir de configurations géopolitiques qui ont été mises en place depuis ces dernières années, peut-être à peu près un peu plus d'une décennie. Et Jacques Sapir nous a bien rappelé le processus dynamique qui a eu lieu. Donc, cette slide, malgré mes hésitations, n'est pas une erreur. Elle fait référence à une présentation de septembre 2016 lors du 51e séminaire franco-russe où j'avais déjà utilisé ce terme de polycentrisme. Alors, il n'est pas très usité dans les réflexions contemporaines, on y préfère le terme de multipolarité, mais je dois dire qu'en matière dans la sphère monétaire, il me semble que ce terme de polycentrisme que j'emprunte au professeur Christian de Boissieu que nous connaissions dans notre séminaire me semble avoir une pertinence plus intéressante. Alors, ici, notre point sur cette idée de fin de l'histoire. Alors, j'ai assisté au début de juin à un séminaire où j'étais invitée pour faire une communication dans le cadre du Moskovski Academic Forum en économie. Donc, cette présentation a été faite par Alan Friedman, un professeur invité, et qui a mis en avant cette idée de la fin de l'histoire. Alors, d'abord, revenons à l'idée initiale de fin de l'histoire. On connaît cette rhétorique depuis 1992, l'ouvrage de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme. D'une certaine manière, c'était l'idée que s'installait dans le monde une convention globale, une sorte de récit mythologique d'une époque qui est arrivée à sa fin, puisqu'un modèle économique aurait gagné la guerre froide et qu'il impliquait la victoire d'un modèle d'économie néolibérale qui devait devenir une sorte de religion du monde global. Alors, pourquoi religion? Parce qu'à bien des égards, la monnaie européenne, l'euro, a été, pour beaucoup d'européistes, vraiment la religion pendant 2 décennies. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait un principe mis en avant dans cette approche néolibérale, c'est qu'il n'y avait plus d'alternative. Donc, on était à la fin des alternatives et il n'y en restait plus qu'une. Donc, ce fameux TINA mis en place dans l'économie britannique par Margaret Thatcher. Donc, l'économie était devenue statique comme l'étaient les modèles à l'équilibre. Il n'y avait plus rien à attendre, plus besoin de s'efforcer d'avoir des analyses dynamiques de l'économie, plus besoin de modèles trop sophistiqués. Nous connaissions tout sur le futur. Alors, dans ce cadre aussi, il faut rappeler le contexte géopolitique qui a rendu possible ce discours, c'est-à-dire le cadre organisationnel spécifique de ce monde unipolaire avec des institutions toutes puissantes. Donc là encore, on a rappelé dans les contributions de ce matin le rôle de ces institutions au sein du contexte, enfin dans le cadre de ce contexte économique.
Et peut-être plus encore, le fondement de ce monde unipolaire, c'est le dollar, la monnaie américaine, un instrument de domination et de pérennité de ce qui était l'ordre, de ce qui est imposé comme l'ordre économique dominant et final. Alors, dans ce dollar, il s'appuie sur deux points dans l'organisation. À la fois une globalisation financière qui a pour fonction de drainer toutes les ressources du reste du monde dans la sphère anglo-saxonne. Donc, c'est une suprématie monétaire, financière, juridique, et on l'a vu médiatique aussi, avec un facteur de propagande très dynamique. Et si on se réfère à une présentation qu'a fait Emmanuel Todd sur le blog de Lucide, il étudie une sorte de sociologie des élites qui se sont en Europe détournées en fait de cette préoccupation de l'euro, de l'Europe, tout ça. On n'en parle plus, c'est fini, on ne parle plus de l'euro, mais on parle ces élites témoignent d'une très forte degré d'atlantisme, et Todd analyse ceci comme étant la transformation radicale pour aller là où sont les intérêts de ces élites, leur placement, leur raison d'être financière. Alors, il va jusqu'à dire qu'il y a une polarisation antinationale de ces élites. Donc, comme on a pu le souligner tout à l'heure dans la présentation de M. Froloff, c'est aussi ces élites qui vont influencer les gouvernances et les gouvernements des États européens. Donc, d'une certaine manière, on a un ensemble d'éléments qui ont construit un environnement qui est à sa fin. Et donc, l'histoire continue. Qu'est-ce que j'ai ajouté sur ce transparent? La notion de métacolonialisme. Il est lié directement à ce phénomène de drainage des ressources, des captations des rentes financières d'un système globalisé, des rentes matérielles aussi, la capacité à prendre le contrôle des échanges. Donc, pendant longtemps, on a eu le contrôle des marchés de l'énergie, mais aussi le contrôle des circulations des humains, avec leur potentiel scientifique, mais aussi des humains en tant que masse de consommateurs. La globalisation financière a-t-elle une fin? On peut en tout cas se dire qu'avec les cascades de crises auxquelles nous avons assisté depuis une vingtaine d'années, elle a quand même du souci à se faire. Donc, on n'est pas dans un environnement sain. On a une succession de crises financières, donc comme Jacques a pu le rappeler. Et je crois que les crises à laquelle nous assistons dans notre propre pays en France est aussi une sorte d'effet induit de cette succession de situations fortement déstabilisantes. Alors, peut-on parler de dédollarisation en cours? On peut discuter sur le rythme rapide ou plus ou moins en séquence, comme on vient de le faire précédemment. Mais il y a un point sur lequel on doit porter attention, c'est le fait que on a progressivement des engagements dans les échanges
vis-à-vis de la monnaie américaine. C'est-à-dire que les échanges, progressivement, se détournent parce que les soucis que les réserves soient captées, disons que la confiance globale, comme on l'a dit précédemment, est mise en cause. Et donc, cette de-dollarisation, dans une interview en janvier, au moment où il était question, en janvier 2022, au moment où il était question de renouveau de sanctions vis-à-vis de la Russie, alors que l'opération spéciale n'avait pas encore commencé, il était déjà possible de se poser cette question du mécanisme de dollarisation qui allait s'accélérer, parce que simplement, quand on attaque la monnaie dans sa crédibilité sur un territoire aussi vaste que celui du monde, ce n'est pas sans conséquence. Alors, dans ce contexte, ce monde global, on se rend compte que la géographie est une réalité qui est organisée à la fois par la dimension politique et par la dimension économique, et que le processus n'ont pas un statut définitif d'équilibre, mais on a en permanence des processus dynamiques, et cette succession de crises s'est invitée pour nous rappeler que la croyance à l'immobilisme était une erreur majeure. Si on regarde la dynamique du monde, de cette géographie mondiale, on peut se souvenir de multiples routes de la soie dans le monde d'hier. Et on peut aussi commencer à imaginer et à vivre, puisque cette slide est de juin 2016, je l'avais déjà utilisée dans ma présentation au 51e séminaire. Donc, on a une géographie qui se structure par des voies terrestres, des voies maritimes. Et sur cette représentation, il manque encore des axes nord-sud qui sont maintenant en passe de se développer très activement, en particulier une voie de communication entre la Russie et l'Iran qui passerait par les fameux axes Volga et Don. Alors, dès 2015, il y avait eu un ouvrage auquel j'avais participé en écrivant un chapitre. Cet ouvrage était intitulé « Le siècle Russie ». Et Denis Pluvinage y faisait un peu une ouverture sur l'importance de la Russie dans le Nouveau Monde, de par sa géographie et ses capacités. Et le chapitre que je proposais à l'époque était Eurasie entre tournant occidental et tournant économique. Dans ce chapitre, je passais en revue les transformations géographiques, les enjeux économiques et géostratégiques, mais aussi je commençais à me poser la question du thème du polycentrisme monétaire. Donc, tous ces débats qui sont nos débats actuels, nous les avons sentis venir dans le séminaire depuis quand même assez longtemps. Donc, déjà en 2016, on pouvait se dire que sur les 20 prochaines années, la connectivité panasiatique représenterait plus de 10 fois la taille du marché américain et que nous nous dirigions vers un polycentrisme monétaire, une refonte du système monétaire international avec des accords régionaux. Actuellement, nous sommes effectivement dans cet environnement de cette dynamique vers ce polycentrisme monétaire, puisqu'il n'y a pas un jour où on ne trouve pas des informations sur de nouveaux accords entre des pays sur des transactions dans des monnaies locales et surtout des transactions hors du dollar.
si on regarde les exportations de la Russie, actuellement, il y a moins de 50% d'exportations de la Russie qui sont libellées en dollars. Et si on élargit à l'Union eurasiatique, il y a 70% des accords qui sont passés hors du dollar. Donc, dans ce monde qu'est l'Union eurasiatique, le dollar devient progressivement marginal dans les échanges. Alors maintenant, la deuxième idée que j'avais développée, c'est la réforme d'un système monétaire. Est-ce que cette réforme, ce sont les BRICS qui vont, au mois d'août, nous l'apporter? Donc, nous avons hâte d'être sur ce point au mois d'août, mais je dois dire que il y a eu quand même des économistes, en particulier Dominique Strauss-Kahn, qui avait dans la période où il a dirigé le Fonds monétaire international, réalisé que le système nécessitait une réforme. Il avait remis sur le tapis cette idée keynésienne du Bancor. Et une des raisons aussi sur lesquelles il justifiait la transformation du système monétaire international était également ces questions de droit de vote qu'on a évoquées précédemment. Donc, ces questions ont été laissées de côté, peut-être pour ménager encore une décennie d'hégémonie pour le dollar. Mais maintenant, nous avons l'impression qu'il y a une pression beaucoup plus importante de volonté des pays autour des BRICS. Alors, si on en vient maintenant à la question du tourment occidental, effectivement, cette poussée vers ce nouveau monde monétaire international est un tourment pour l'Occident. Est un tourment depuis longtemps, parce que l'Eurasie, qui cristallise le cœur de ce tourment, est au cœur du grand échiquier de Brzezinski depuis 1997. L'idée a été répandue dans toute la politique occidentale qu'il fallait par tous les moyens éviter qu'un groupe de pays ne puisse prendre une autonomie trop grande. Et pour ce faire, il fallait mobiliser toutes les forces sans limite, donc légitimer toute violence. On a vu la guerre médiatique, la guerre économique et la guerre totale qui est menée par l'OTAN dans certains secteurs du globe. Donc, là encore, quand on se posait la question, même en 2016, de ce panorama, on pouvait déjà imaginer qu'il pourrait s'agir d'un nouveau suicide européen. Et malheureusement, la situation présente nous donne assez raison quand on voit la désindustrialisation des économies européennes, de la France et également maintenant de l'Allemagne, qui a énormément perdu de sa capacité industrielle dans une période très courte. On a un effondrement des investissements directs étrangers, des faillites et du chômage qui affectent brutalement l'économie allemande. Alors, l'Eurasie et l'Union économique eurasiatique ont toujours été le bouc émissaire des experts occidentaux bien en vue, parce que ces entités gênent ce discours de stabilité d'un monde et de fin de l'histoire. Donc, qu'est-ce que nous avons assisté, à quoi avons-nous assisté depuis plus d'une décennie? À une succession de dénis, à du réductionnisme qui devait inspirer une sorte d'état d'esprit, une convention au sein même des médias du monde occidental.
Et dès 2014, d'ailleurs, on pouvait lire que la crise ukrainienne portait une ombre sur le grand projet de Vladimir Poutine d'instauration d'une union économique eurasiatique. Voilà. Malgré tout, elle a l'air de se porter encore très bien, cette union. Et finalement, toute cette convention, toute cette, ce déni médiatique, cette idéologie de la Russie qui aurait une économie très fragile, peu efficace, qui ne pourrait pas avoir des dépenses militaires à la mesure des descriptions qu'elle faisait de ses armements, faisait croire au monde entier occidental, aux personnes en France et même à notre ministre des Finances qu'il pouvait provoquer l'effondrement de la économique de la Russie. Alors, dans ce grand échiquier, où on peut se dire que la clé du problème qui nous occupe en ce moment, c'est le grand échiquier monétaire. Donc, il s'agirait d'éviter qu'un pays ou qu'un groupe de pays ne puisse asseoir une alternative monétaire viable. Donc, qu'est-ce qui peut être fait dans cet environnement pour remplir cette exigence de suprématie du dollar? L'objectif derrière cette ambition absolue est de préserver les capacités d'endettement occidental et donc la soutenabilité de la dette. Parce que la monnaie et la dette. Et là, j'ai retrouvé ces graphiques qui nous montrent des dynamiques qui, à travers une période des 20 dernières années, nous exposent d'un côté la dynamique de la masse monétaire des pays occidentaux et de l'autre côté la dynamique de la dette américaine. Donc, vous voyez que les soubresauts sont tout à fait équivalents. Donc, cette volonté de maintenir le dollar, c'est une volonté de maintenir l'endettement occidental en cohérence avec les besoins de ces économies. Alors, comment faire, comment les pays occidentaux vont rivaliser vis-à-vis de cette transition monétaire qui est en cours dans le monde du global sud? Je crois qu'il faut s'attacher maintenant à regarder les idées qui sont développées au sein des organismes internationaux classiques pour tenter une dernière chance de contrôle de la sphère monétaire. C'est ce grand échiquier monétaire dont je parle, c'est ce qu'est en train de mener les banques centrales occidentales, et le FMI veut y jouer un rôle central puisqu'il est question de créer une monnaie mondiale. Et le banquier central de ce monde serait le FMI. Donc, si on résume, l'activité de ce soi-disant futur FMI banquier central serait d'une certaine manière comme une super gosse banque. Alors, ici, la publicité, enfin, comment dire, le drapeau de ces mouvements de configuration de l'espace monétaire international, toujours à l'initiative des mêmes qui occupent une place hégémonique dans l'espace mondial. Alors, ce panorama de tentative de garder une position hégémonique
il se situe au sein d'une course aux monnaies numériques, puisque d'après les informations de la Banque des règlements internationaux, on a actuellement 100 pays du monde qui mettent en place des monnaies numériques. Alors, il y a différents concepts, différentes technologies. Vous avez des petits pays qui rentrent dans le jeu, comme le Nigeria et la Jamaïque, mais vous avez aussi des pays plus conséquents, en particulier la Chine, la Corée, le Japon, l'Inde, le Brésil, le Kazakhstan, etc. Et vous avez aussi certains pays qui rentrent dans le jeu, mais en cachette. Et il n'est pas dit que la Grande-Bretagne ne soit pas le premier pays à développer, à mettre en circulation de façon réelle la monnaie numérique. Voilà. Donc, cette tentative un peu, je dirais, de la dernière chance de maintenir le contrôle sur l'environnement monétaire mondial, il est conçu à travers cette économie digitale qui aurait besoin d'une banque centrale, et la banque centrale, ce serait le FMI. D'une certaine manière, on nous refait la même histoire que l'histoire de l'euro, mais là, au niveau d'un monde global. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait se dire qu'il s'agit de mettre en place une sorte de monobanque mondiale avec tous les problèmes qu'on a pu diagnostiquer à l'époque, en particulier la faiblesse du système bancaire et son manque de flexibilité et de circulation. La question qu'on peut se poser quand on s'interroge sur le système bancaire qui peut être en cohérence avec un système de monobanque global, c'est est-ce qu'on aboutira à une véritable fin de l'intermédiation bancaire? Alors, dans cette course aux nouvelles monnaies, aux nouvelles dominations, à cette tentative ultime de garder cette hégémonie face à un monde en transition, qui va gagner de cet affrontement entre le Global West et le Global East and South? Est-ce que la convention en matière de vision progressiste pour asseoir un agenda de maintien de la puissance de l'hégémonie du dollar et de son avatar porté par les élites mondialistes qui s'intéressent, qui veulent imposer un transhumanisme global, ou est-ce que ça va être les pays du Sud et du Nord associés ensemble pour coopérer, pour s'émanciper dans ce monde multipolaire? Alors, je dois dire aussi qu'en tant que intéressé à ce qui peut se passer dans le monde africain, dans le monde francophone de l'Afrique, je crois qu'une question qui va se poser assez rapidement, et sur ce plan, je suis assez le point de vue d'Ima Kouvaline. Je pense que le premier effet des accords monétaires au sein des BRICS, ça pourra être d'offrir aux pays africains une indépendance par rapport au franc CFA. Franc CFA, si on regarde sur les symboles mêmes de cette monnaie, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, une sorte d'anachronisme à l'heure de l'euro, mais surtout pour ces pays africains, un handicap majeur en termes de compétitivité. Donc, je crois que dans un premier temps, si la proposition des BRICS est de fournir une alternative au franc CFA, ce sera une avancée vers une émancipation incroyable et des perspectives de développement réel en Afrique. Voilà, c'est peut-être sur cette question qu'en fait notre président de la République, Emmanuel Macron, souhaitait se faire inviter aux BRICS. Et certes, il est très intéressé toujours pour
il apprécie beaucoup le dynamisme et l'ambiance sympathique des boîtes de nuit africaines, mais je pense que cette question du franc CFA est certainement au cœur des préoccupations en Europe et en France en particulier. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène. Donc maintenant, on a le temps pour les questions. La première question va être posée par professeur Frolov. Merci Hélène. Merci pour ces points très intéressants. Je veux poser la question sur les guerres monétaires et la course aux monnaies que vous avez évoquées dans le contexte suivant. En novembre 2016, Xi Jinping a visité le Royaume-Uni. Il a rencontré les élites britanniques et cela était quelques mois après le plébiscite qui a conclu que la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. Il y avait une impression dans le passé que l'alliance monétaire entre la Chine et la Grande-Bretagne était possible. Ce projet a échoué, néanmoins. Et néanmoins, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Quelle est votre estimation, peut-être très rapidement, dans le cadre de cette course aux monnaies du futur? Est-ce que le livre va avoir un rôle indépendant qui est prévisible ou pas? Quel sera votre commentaire sur cela dans le cadre d'une année ou deux années prochaines? Merci. Alors, je pense qu'en effet, la perspective de relations privilégiées ou indépendante avec la Chine a certainement été une raison sous-jacente à la mise en place du Brexit. Je pense que la Grande-Bretagne a toujours eu une attitude pragmatique et donc dépendre d'institutions européennes dans ses relations avec la Chine était quelque chose qui gênait profondément les économistes et les autorités de Grande-Bretagne. Alors, ce que je m'explique un peu difficilement maintenant, c'est l'attitude présente, très hostile au changement dans l'ordre géopolitique et monétaire. Pour moi, ce n'est pas très cohérent avec la logique du Brexit. Je pense que c'est un peu une course désespérée à des gains des parts de marché, à des influences, mais sous contrôle américain. Donc, si vous voulez, voilà, je suis un peu ennuyée de voir que le pragmatisme que je croyais légendaire en Grande-Bretagne trouve là cette limite dans cette soumission à l'hégémonie du dollar et aux décisions américaines. Donc, si je dois répondre si le livre dans cette perspective a un avenir, j'en vois pas trop. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez une possibilité de les poser en ligne. Pour cela, il faut lever la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, très bien. Peut-être on aura des questions
Après, professeur Volkovsky. Oui, je voudrais poser la question qui ne porte pas ou n'a pas en référence à l'intervention d'Hélène, mais je voudrais demander si les problèmes économiques et financiers sont liés aux problèmes politiques. Est-ce que je peux poser cette question maintenant ou peut-être on la réserve pour plus tard? Donc, j'ai cette question, et je pense que tout le monde s'y intéresse. En France et dans les autres pays, on voit les émeutes qui vraiment débordent. Et je me demande quel est le lien entre ces événements, selon vous, Hélène, quel est le lien de ces événements avec les événements économiques? Est-ce qu'il y a des facteurs économiques qui ont des impacts et les répercussions pour cette situation? Moi, je pense qu'on voit plutôt l'influence des facteurs politiques et idéologiques. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez une vision beaucoup plus claire sur l'Europe de l'Ouest et surtout sur la France. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai une vision beaucoup plus claire, parce que ce qui se donne à voir est l'antithèse de la clarté, mais j'aurais un peu l'impression qu'il serait bien de formuler la question dans l'autre sens. C'est-à-dire que la politique économique et les problèmes économiques et les problèmes politiques, en fait, viennent de ces ingérences de la finance. Donc, c'est les exigences de rentabilité de la gestion financiarisée du monde, des entreprises, qui a impliqué une délocalisation, la prédominance d'un monde du court terme sur le long terme, puisqu'en fait, dans le modèle économique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le temps n'existe plus, le futur n'existe plus. Donc, tout se décide maintenant. Et en fait, le réel a rattrapé. Le réel, c'est la vie des gens, c'est des jeunes qui veulent avoir un futur, qu'ils soient dans les banlieues ou qu'ils soient dans les petites villes de province. À l'heure actuelle, le monde de la financiarisation tel qu'on le connaît n'offre pas de futur aux jeunes. Et je crois que le chaos et les révoltes à laquelle nous assistons sont directement liés à cet environnement fermé, sans avenir, sans espoir, parce que vous avez une réponse qui est financiarisée, une réponse financière à toutes les questions économiques et politiques qui sont mises en avant. Regardez en matière d'agriculture. Là, on est à un point qui me semble... L'Europe veut supprimer les exploitations agricoles, veut tuer des millions de vaches parce que, soi-disant, c'est pas concevable à l'heure où la priorité, c'est le climat. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une volonté de s'accaparer des consommateurs qui vont ensuite manger de la viande chimique et des insectes que des gros groupes industriels s'apprêtent et ont déjà commencé à produire. Donc, vous voyez, c'est la finance, à mon avis, qui dirige cette simplification à outrance de l'économie avec une dimension dictatoriale et absurde, parce que il est bien évident aussi que si vous regardez de près les coûts de fabrication, par exemple, des viandes artificielles, c'est beaucoup plus cher c'est plus coûteux que d'élever une vache et de manger la vache. Mais l'objectif est autre, c'est qu'il s'agit d'accaparer les ressources
et les ressources productives. Donc, au lieu d'avoir une multitude d'agriculteurs qui se partagent des revenus de la consommation d'un pays, on va avoir des grosses structures qui vont fournir ces produits. Comme vous avez des grosses structures pharmaceutiques qui fournissent les médicaments qui ont été rendus nécessaires par des propagandes que l'on connaît. Je vous remercie, Hélène. Si vous avez d'autres questions, vous serez en mesure de les poser plus tard. Maintenant, je voudrais donner la parole à notre discutant, M. Oleg Govtagne. À toi la parole. Ce n'est pas ma première fois que je suis le discutant de Hélène. Sa présentation était très intéressante pour moi, ne serait-ce que pour le fait qu'elle a posé plusieurs questions relatives au futur de la monnaie ou des monnaies. En même temps, Hélène était idéologique, en quelque sorte, et ne nous a pas donné vraiment de détails en ce qui concerne sa position sur l'argent en général, ce que c'est l'argent, ce que sont les monnaies. Alors, avant de parler du futur, il faut définir peut-être la monnaie. Hélène a fait référence à ses présentations précédentes. Je vais faire une référence aussi. C'était le séminaire à Novosibirsk. Je ne me souviens pas c'était quelle session exactement, mais c'était au début des années 2000, si ma mémoire ne me trompe pas. Et j'ai présenté ma vision, ce que c'est l'argent. À mon avis, dans l'économie moderne ne traite pas l'argent. L'économie moderne traite les fonctions de l'argent, puisque selon les manuels, l'argent est défini par ses fonctions et l'argent est vidé du contenu vraiment. Et moi, j'ai expliqué ma compréhension là-bas à Novosibirsk et je pense que l'argent, c'est la substitution de la dette de la société envers des individus. C'est un mécanisme créé par l'homme pour modeler, pour refléter la dette sociale de la société. Dans ce cas-là, nous sommes capables de dire qu'il y a l'antagonisme ou la contradiction entre les monnaies qui sont liées aux États et leurs fonctions. Et je considère aussi, j'ai déjà dit ça, que ce n'était pas la crise de 2007-2010, c'est la crise qui change ses formes et qui déborde le domaine économique pour partir vers la sociologie, vers le militaire. Mais la crise reste la même. Et on peut parler d'autres contradictions aussi qui apparaissent. Peut-être ça sera une phrase prétentieuse, mais l'argent est un instrument démocratique au sein de l'économie. La monnaie est en contradiction à la hiérarchie au sein de l'économie.
La monnaie, les monnaies permettent de prendre des décisions, mais c'est un mécanisme qui n'est pas hiérarchique, qui permet de ne pas faire descendre les solutions du haut vers le bas. Mais, il y a toujours un mais, dans l'économie moderne, les monnaies perdent cette caractéristique. Pourquoi? Parce que les monnaies sont très fortement différenciées. Ceux entre nous qui savent ce que c'est un marché financier, nous connaissons que l'argent, c'est un outil de vote. Et les bourrages, entre guillemets, les bourrages d'urnes sur les marchés financiers sont bien connus, aussi bien que d'autres manipulations qui ont influencé l'émergence de la crise actuelle. Je suis tout à fait d'accord que les monnaies changeront, mais je ne crois pas en polycentrisme. La force des monnaies, c'est la distribution de ces valuations, un peu comme des calculs centralisés et décentralisés. La gestion à travers l'argent, c'est la gestion décentralisée. Et si nous trouvons la possibilité de combattre ces contradictions, le passage vers le polycentrisme ne sera pas un pas en avant. Ça sera plutôt la redistribution de l'espace monétaire. Je ne pense pas qu'il aidera considérablement au futur. Mais comment améliorer l'argent? Je ne sais pas, franchement. Peut-être on peut imaginer les phases transitoires ou les phases intermédiaires. J'aurai ma présentation à faire et j'évoquerai légèrement ces aspects entre la centralisation et la décentralisation et comment faire les marier, mais ce ne sont que des premières tentatives. Oui, le futur de l'argent, le futur des monnaies, c'est un point à réfléchir. Je n'ai pas de réponse claire pour toutes des questions posées par Hélène. Je remercie encore une fois infiniment Hélène de sa présentation. J'ai maintenant des choses auxquelles je réfléchirai sans doute. Voilà. Collègues, nous avons des petits soucis techniques encore. Et je voudrais poser la question aux discutants. Oleg, si possible. Oleg, tu m'entends? D'accord. J'ai la question à te poser. En ce qui concerne la hiérarchie et la centralisation, donne-moi une réponse courte. Si la transition vers les monnaies numériques sera forcée, où nous avons le seul acompte dans la banque centrale et la monnaie peut-être peut avoir de différentes couleurs, est-ce que c'est un système hiérarchique? C'est l'étroitement de l'argent vers une seule fonction. L'argent crypto, les monnaies crypto ne sont pas l'argent. C'est un des protocoles, une des fonctions assurées par l'argent. Il n'y a pas de protocole de mission, il n'y a pas de protocole de crédit, il n'y a pas de protocole d'évaluation des dettes. Et ce système distribué des intermédiaires financiers, plus certaines décisions des
des agents non financiers. Ce sont des facteurs qui créent l'évaluation, le système d'évaluation. L'argent numérique n'a pas de ça. Il y a seulement un protocole de paiement. C'est loin du contenu de l'argent. Je ne connais pas d'autres protocoles. Merci, Oleg. Et ça peut paraître bizarre, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Hélène s'est déconnectée. Il y a un problème, autant que je sache, avec la connectivité. Mais si nous objectivons une fonction, celle de paiement, c'est-à-dire la réaction des finances sera de créer plusieurs monnaies différentes, n'est-ce pas? J'en doute. Nous voyons maintenant des ersatz de la monnaie et au cours du développement, nous verrons l'apparition d'une chose plus proche à l'argent, conceptuellement. Maintenant, je ne suis pas d'accord que cela sera basé sur des technologies existantes, je ne sais pas, par exemple des bitcoins, des éphyres ou des monnaies numériques des banques centrales. Je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose de permanent, parce que les monnaies numériques des banques centrales, je vois des inconvénients, mais je ne comprends pas les avantages, franchement. Je ne les ai pas vus, en tout cas. Je pense que les nouvelles technologies émergentes seront utilisées dans ce contexte, mais il faut voir quelque chose de différent, conceptuellement différent. Juste un instant. Hélène, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, et je peux d'ailleurs intervenir pour répondre à Oleg. Allons-y. Alors, pour répondre à Oleg sur la définition de ma vision de la monnaie, bon, elle était un peu trop implicite dans ma présentation. Je comprends qu'il ne l'ait pas relevé complètement, mais j'ai insisté sur la dimension de confiance. La monnaie, c'est une dimension de confiance dans la société qui rend possible la dette et la crédibilité de cette dette. Alors, Oleg a parlé de dette sociale. Bon, si on considère que la dette américaine, c'est la dette de la société américaine, j'ai quand même un peu de mal parce que je pense que c'est la dette d'une gouvernance de certaines élites qui favorisent des engagements et des profits militaro-industriels. Et je ne pense pas que ce soit la dette de la société américaine. Ensuite, je suis d'accord avec Oleg sur la vision d'une crise évolutive. Il n'y a pas une succession de crises, il a raison de le souligner, mais une crise qui se donne à voir avec différentes facettes. Et ça me ramène à la question que j'ai eue précédemment sur la crise qui est en ce moment en France. Ce n'est qu'une des facettes de cette crise globale, mais on la voit se manifester avec flamme. Dans la question de la définition de la monnaie et de ses limites par rapport je répondrai quand même à
à son idée qui concernait les élites et la dette est celle des élites, mais c'est justement le problème de l'argent que j'évoquais. L'argent important au sein du système est privé, c'est-à-dire reflète des intérêts des individus. C'est un rôle exagéré de l'argent dans un système. Ce problème existe, on doit trouver la solution et ce problème lance vraiment les problèmes économiques. Je suis d'accord en fait. Je doute le terme élite, je l'aime pas. Allons, ce ne sont pas des élites. Je rajouterai une chose, après votre permission. Je vais profiter de cette pause technique. Je voudrais faire écho à Oleg. L'argent, c'est principalement de la dette. Et je suis d'accord que la fonction principale de l'argent, c'est bien la dette. Mais la dette, autrement dit, c'est la confiance envers les organismes qui produisent de l'argent, qui maîtrisent de l'argent, qui possèdent de l'argent. Et dans ce contexte, à mon avis, il faut soutenir l'idée principale d'Hélène à propos du polycentrisme des monnaies. Parce que, pour moi, effectivement, la confiance et la présence de la confiance, vu les dynamiques suivantes, est détériorée ou est en train d'être détériorée. Les pôles, les centres bien dispersés maintiennent cette confiance envers d'autres systèmes amis. Vers qui cette confiance sera dirigée? Qui sera propriétaire de l'argent, c'est-à-dire de la confiance? Ça, c'est une autre question. Est-ce que cela seront les élites ou les propriétaires au sens plus large du mot? Pour moi, c'est une question plus complexe. Mais cette transition envers le monde multipolaire, pour moi, n'est pas débattable. C'est vraiment le polycentrisme de la confiance et, en conséquence, le polycentrisme de l'argent. Merci de votre attention. Про доверие я тоже достаточно много и часто говорил. В этот раз как-то до этого не дошло. Oui, j'évoque la confiance régulièrement, mais je ne l'ai pas évoqué cette fois-ci. Et c'est vraiment une chose très importante. Et non seulement Victor, mais d'autres intervenants veulent voir la situation actuelle comme le dynamisme linéaire. Mais cette dispersion, cette décentralisation, est-ce que nous pouvons les traiter en tant que phénomène linéaire ou plutôt comme un phénomène de vague? Si on parle de vague, quelle est la longueur de cette vague? Oui, la période de crise, c'est mi-2007 vers, je dirais, jusqu'à présent, franchement. Mais pourquoi le dynamisme doit être de la manière linéaire projeté dans le futur? On doit avoir des raisons, au moins des raisons plausibles pour faire cela. Peut-être je regarde derrière l'horizon de cette crise. On ne sait pas quand on verra la fin de cette
crise. Cela dépend largement de la créativité de certains individus. Et en même temps, on peut comprendre très bien que le point de vue qui va être le meilleur dans cette situation est maintenant porté par la majorité. Peut-être vous vous souvenez très bien que, en fait, Giordano Bruno et Copernic étaient de point de vue minoritaire, mais en même temps, dans la situation de désordre d'aujourd'hui, on peut dire que on ne peut pas dire que le moyen de sortir de cette crise a se cristallisé. Je ne pense pas. Mais je pense que la fragmentation et la déglobalisation, c'est quelque chose avec quoi on va vivre pendant quelques temps. Et la crise de la confiance, oui, c'est aussi le fait. Pardon, très rapidement. En dehors de cette période de crise, on va voir que l'opposition entre l'Ouest et les pays non occidentaux. Et peut-être ça sera quelque chose de plus tragique que polycentrisme. Jacques Sapir, c'est à vous. Et après, c'est Hélène. On a la connexion maintenant. Oui, merci beaucoup. Je crois que cette question de la confiance, elle doit s'articuler de deux manières. Il y a d'abord, évidemment, la confiance que les acteurs privés ont par rapport aux autres acteurs privés. Et cette confiance, elle est garantie par l'intervention de la Banque centrale dans chaque système monétaire. Alors évidemment, le niveau de confiance peut varier. Dans le pire des cas, ça peut provoquer un effondrement de la monnaie. Mais là, ce dont parlait Hélène, c'est autre chose. C'est non pas la confiance dans la monnaie, c'est la confiance aussi dans une monnaie dominante. Or, on connaît très bien le paradoxe de la monnaie dominante. Je crois que c'est Robert Triffin qui l'a le premier exprimé en 1960. Le fait que une monnaie, pour être dominante, doit s'appuyer sur une économie qui est elle-même dominante, mais massivement importatrice, de manière à ce qu'elle diffuse sa monnaie dans le monde. Mais une économie qui est massivement importatrice, qui est massivement en déséquilibre commercial, finit par ne plus être dominante. Donc, là, il y a d'abord un problème. Et à ce problème vient s'ajouter un autre problème, qui est celui de l'instrumentalisation de la monnaie dominante, le dollar, appelons-la par son nom, par les États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est ça qui a créé une défiance particulière. On peut dire maintenant une défiance quasiment d'ordre systémique par rapport au dollar. Donc, la vraie question, c'est de savoir est-ce que d'autres pays ou d'autres groupes de pays peuvent fournir une confiance qui soit supérieure à l'ancienne confiance dans le dollar. Merci Jacques. Maintenant, Hélène a une possibilité de finir. Oui, vous m'entendez? Son intervention. Alors,
Je ne sais pas trop où mon commentaire s'était terminé, mais je profite de l'intervention de Jacques pour rebondir sur cette question de l'instrumentalisation. Parce que cette question de l'instrumentalisation de la monnaie dominante, elle est directement liée à un point qui est très important dans l'économie, c'est le thème de la répartition. Quand la répartition est faussée et que ça se voit, qu'il y a des doubles standards, qu'il y a des contraintes qui bloquent les mécanismes de concurrence et que ces contraintes sont liées à des violences politiques, je pense que c'est le rapport à la société aussi qui change. C'est-à-dire que la suspicion vient de la réalisation des défauts de la répartition et de la captation, on peut le résumer comme ça, de la captation de rente cumulative. Et disons que le panorama devient un panorama de jungle, et la jungle, c'est pas l'ordre. Donc, quand Jacques évoque une situation proche de la période de décolonisation, il me semble que c'est quelque chose qui est tout à fait juste à l'heure actuelle. C'est comme un deuxième mouvement de délocalisation, de décolonisation, à la fois entre des pays soumis à d'autres pays, mais aussi des parties de la société qui sont soumises à d'autres parties de la société au sein des économies qui se pensaient dominantes. Est-ce que cette fois, j'ai été entendue? Oui, merci Hélène. Oui, on a tout entendu et compris. Chers collègues, il me semble qu'on a abouti cette discussion qui était planifiée pour cette première partie de notre session.